Vous voulez être en pleine forme? Prendre votre santé en main en pleine conscience. Écoutez l'émission En plein air. Chaque premier samedi du mois de 10 à 11 heures avec Aurore. Vous pourrez apprendre comment adopter des méthodes naturelles au quotidien. En plein air sur Zenith FM. Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le mois de mai avec votre émission Bien-être en plein air sur Zenith FM. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est la pédagogie Montessori. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Latrompette, qui est conceptrice et ambassadrice du projet À l'école de Berlioz. Nous allons savoir dans quelques instants de quoi il s'agit un peu plus en détail. La pédagogie Montessori, c'est donc une méthode éducative, on peut dire, ouverte. En tout cas, c'est une alternative aux méthodes classiques qui sont proposées par l'Éducation nationale. On va comprendre comment on peut proposer autre chose à nos enfants et aux enseignants dans l'éducation de tous les jours. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci beaucoup d'être là sur le site de la Couillère aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser vous présenter d'où vous venez, votre parcours. D'accord. Donc je suis Catherine, je suis accessoirement maman de 7 enfants et j'en parle parce que c'est principalement de cette façon qu'est né notre projet qui germe depuis très certainement 20 ans. Au moment où, pour la première fois, j'ai laissé devant les portes d'une école ma fille aînée. À partir de là, comme sans doute avec un petit peu d'angoisse, comme la plupart des mamans, on a vécu en famille 96 rentrées scolaires et on en a même compté les jours, puisque presque 17 000 jours d'école ont animé nos soirées, nos repas. On a ri avec les bons moments passés par les enfants à l'école, on a quelquefois pleuré pour les moments plus délicats. Enfin bref, toutes ces journées d'école passées nous ont permis de nous poser un certain nombre de questions sur l'école parce que si je ne peux pas dire que mes enfants ont souffert à l'école, depuis j'ai rencontré pas mal de familles qui sont vraiment dans une souffrance importante, ça n'est pas notre cas. Pour autant, la plupart de nos enfants se sont ennuyés, s'ennuient encore à l'école classique, ont vécu de grands moments d'injustice, pas forcément tournés vers eux-mêmes, mais tournés vers leurs camarades de classe ou les jeunes qui les entouraient. Et fort de ces ressentis qu'ils ramenaient de fait à la maison, pour tenter d'exorciser un petit peu ce mal-être qu'ils pouvaient vivre, on a, dans un premier temps, essayé de comprendre ce qui se passait, et puis très rapidement, plutôt pour positiver, on a essayé tous ensemble, avec les plus grands d'abord, et puis plus tard les plus jeunes s'y sont mis, on a essayé presque d'idéaliser cette école, ce quotidien scolaire qu'ils vivaient, pour en faire une école idéale. Alors, c'est très rapide à présenter, évidemment, ça nous a pris une bonne dizaine ou une bonne quinzaine d'années, depuis la petite section de maternelle jusqu'en terminale, voire même encore aujourd'hui à l'université pour certains. Quoi qu'il en soit, j'ai d'abord vécu l'école et les difficultés scolaires au travers de mes enfants. Et puis mes différentes activités professionnelles m'ont amené à un moment, entre 2007 et 2010, à aller régulièrement dans certains pays d'Afrique, notamment le Burkina Faso, puisque j'accompagnais des associations dans le financement de leurs projets. Et lors d'une mission, en 2007, je me suis trouvée à Fada Ngourma, c'est une toute petite ville au nord-est du Burkina Faso. Et on avait un petit peu de temps après une activité agricole et une pancarte école a attiré mon attention et assez naturellement on s'est dirigé pour aller voir ce qu'était l'école. Alors pourquoi dans un but c'était pas forcément de la curiosité mais c'est vrai qu'on avait pris l'habitude de visiter des lieux pour des lieux qui la plupart du temps étaient animés ou organisés et gérés par des femmes, parce que le but de ces associations était d'accompagner des projets de développement à destination des femmes. D'accord. Donc l'idée c'était vraiment de cerner les besoins qu'on pouvait rencontrer sur ce territoire.
Et donc la visite de cette école a été pour moi une grosse remise en question parce que je n'y ai pas vu ce qu'on y voit habituellement dans une école. Il n'y avait pas des tables partout alignées les unes derrière les autres, un grand tableau noir. Au contraire, la salle était quasiment vide, que des petits matériels et des tables à la disposition d'enfants, mais très petites, très légères. Et donc interpellée par cette école différente, la personne qui s'en occupait, on était en période de vacances, donc les enfants n'étaient pas là, mais cette dame qui s'en occupait est venue m'expliquer qu'il s'agissait d'une école Montessori. Et je n'en avais, pour ma part, jamais entendu parler. Donc en quelques minutes, elle m'a rapidement expliqué de quoi il s'agissait. J'avoue ne pas avoir forcément tout compris. Et de retour en France, je me suis un petit peu renseignée parce que, voilà, là pour le coup, vraiment par curiosité. Et les quelques premiers articles sur lesquels je suis tombée m'ont donné envie d'en savoir plus. J'ai acheté un premier livre et là, ça a été personnellement et familialement une belle révélation. C'est-à-dire que je me suis mis à lire une description scientifique, puisque Maria Montessori est un médecin, donc elle a principalement observé les enfants dans un but scientifique pour comprendre leur développement. Donc cette description plutôt scientifique d'une école était quasiment copie conforme de celle qu'avec nos enfants nous avions idéalisée puis imaginée. Donc ça a été vraiment une belle révélation. Et différents passages que je m'amusais à lire à haute voix étaient là pour conforter nos pensées, nos réflexions, et puis nous rassurer en tant que parents aussi. Parce qu'au travers de la scolarité de nos enfants, on a quelquefois même souvent eu la sensation en échangeant avec les enseignants qu'on était un peu des parents extraterrestres à vouloir à tout prix faire confiance en nos enfants, à les écouter, à suivre leurs envies, leurs volontés. Leur instinct, voilà. Enfin, en tout cas, ce qui les guidait pour leur donner le sourire ou au contraire, voilà, les rendre malheureux. Et c'est vrai que il faut remettre ça dans le contexte. Aujourd'hui, ça semble un petit peu plus délié. Quand on remonte il y a 17, 18 ans, des parents qui disent non, voilà, ma fille ne va pas faire ça parce qu'elle en a pas envie. Ça pouvait surprendre. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus démocratisé. Donc, en tout cas, cette pédagogie décrite dans les différents ouvrages de Maria Montessori nous a vraiment parlé en famille, et donc on s'y est intéressé d'un petit peu plus près. Et presque naturellement, j'allais dire, en 2009, au moment de scolariser notre dernière, j'ai rencontré son enseignante qui l'accueillait dans la classe et qui, pour la première fois peut-être, l'accueillait de façon différente, peut-être un petit peu plus bienveillante que les autres. Donc j'ai vraiment apprécié cette enseignante. On a beaucoup discuté, sympathisé, et assez rapidement j'ai compris que cette enseignante était enseignante depuis quelques semaines seulement. C'était sa première rentrée scolaire, puisque tout en étant âgée d'une toute petite quarantaine d'années, elle était journaliste dans l'agroalimentaire, et par vocation, par envie, elle s'est tournée vers l'éducation nationale pour devenir enseignante. Donc elle m'y a encouragée forcément à franchir le pas, à rentrer dans ces écoles, à force de nous entendre parler de pédagogie différente et d'avoir envie de rendre peut-être un peu plus agréable et attractive l'école traditionnelle. Elle m'a dit, mais vas-y, lance-toi et change puis de tu verras métier. bien, change de métier, fais comme moi. Donc oui, alors j'ai pas obtenu l'unanimité de mes enfants, de ma famille à ce moment-là, mais j'y suis quand même allée, peut-être par l'envie de mettre un beau coup de pied dans la fourmilière. Et donc, depuis 2009, je suis enseignante suppléante pour l'éducation nationale, pour le réseau catholique de Bretagne. Donc, c'est ma 6e année scolaire complète. J'ai vécu des moments assez extraordinaires, beaucoup de joie et de moments partagés très forts avec les enfants et avec leurs parents.
En revanche, j'y ai vécu beaucoup de moments très douloureux, parce que comme je le disais tout à l'heure, mes enfants n'ont pas vécu une scolarité douloureuse. Non, elle a été délicate, mais elle n'a pas été douloureuse. Là, par contre, j'ai vraiment rencontré des enfants pour qui l'école est une grande souffrance, et cette souffrance, malheureusement, se ramène à la maison, un petit peu comme mes enfants l'ont pu le faire, mais en des proportions plus importantes. Et très vite, un sentiment, pas d'impuissance, parce qu'on peut faire quelque chose à l'intérieur de sa classe. Il y a une liberté de pédagogie, voilà. Maintenant, il faut s'insérer dans une équipe, dans un système. Et malgré mes lectures et ma compréhension de la pédagogie Montessori, je reste convaincue aujourd'hui, au risque de surprendre, que on ne peut pas faire de Montessori dans le système éducatif classique, parce que trop de barrières et de valeurs qui ne sont pas conformes aux valeurs de cette pédagogie. Je pense notamment à un système évaluatif, comparatif, je pense à des horaires imposés, je pense à des emplois du temps qui imposent de faire le choix à la place d'enfants des matières ou des activités à mener. Donc, voilà, c'est incompatible. On peut faire des petites choses, on peut prendre des principes ou des matériels que Maria Montessori a inventés, on en parlera tout à l'heure, on peut les mettre à la disposition des enfants, ça ne leur fait pas de mal, entre guillemets, ça leur fait même du bien dans certains cas, mais ça n'est pas mettre en œuvre la pédagogie Montessori. C'est une pédagogie beaucoup plus globale. Oui, voilà. C'est-à-dire que effectivement, ce ne sont pas que des ateliers mis bout à bout, c'est vraiment une façon différente de penser l'éducation de l'enfant. C'est une façon différente d'accepter la façon dont il se développe. Et à partir du moment où c'est le cas, alors on peut mettre en place des outils ou des activités qui ne sont que des outils pour arriver à ce que Maria Montessori a décrit dans ses grandes découvertes, et on y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc, beaucoup de joie à vivre avec ces enfants pendant 6 ans, mais une grande frustration de ne pas pouvoir leur apporter plus, en tout cas de ne pas leur apporter plus durablement dans une scolarité. On a la sensation avec ces enfants et les parents que je continue de voir, avec qui je continue d'échanger aujourd'hui, on a la sensation d'avoir fait du bien, d'avoir montré que l'école pouvait être agréable pendant une année scolaire, en prenant le risque que les années suivantes ne ressemblent pas, et donc frustre là aussi les enfants, et peut-être les rendre un petit peu plus malheureux qu'auparavant. Donc à un moment, j'ai eu la sensation de participer à cette frustration collective et en famille, voilà, suite à un incident un jour en classe que j'ai estimé être de la maltraitance, enfin, du niveau de maltraitance, même s'il n'y avait pas de violence physique, ni même psychique, mais rien que le comportement d'une enseignante envers une de mes anciennes élèves. Ce jour-là, en famille, on a décidé que il y avait peut-être une autre façon d'apporter cette pédagogie aux enfants. C'est Berlioz. Voilà, c'est Berlioz. Alors Berlioz, c'est un petit personnage qui a fait son entrée dans la famille quelques années en arrière. C'est ma fille aînée, Ambre, qui l'a dessiné. Très certainement, aujourd'hui, on a un petit peu de recul, on peut le dire, une façon pour elle d'exorciser son mal-être quotidien à l'école. Voilà, elle était une élève plutôt réservée, malgré tout épanouie, plutôt bonne élève. Donc elle était très souvent placée en bout de classe, à la fin, au fond de la classe, donc relativement libre de ses pensées et puis de ses dessins. Donc très rapidement, elle s'est mise à gribouiller sur une feuille de papier, et puis ces gribouillages se sont transformés en un petit personnage, un escargot, qu'elle a appelé Berlioz. Elle a une façon assez amusante de le présenter, tout arrondi, tout en rondeur, voilà, un peu comme pour arrondir les angles de cette scolarité un petit peu perturbante. Et puis, il est rentré à la maison, il est devenu presque un personnage à part entière de la famille. Peut-être. Presque, en tout cas, j'ai l'impression d'être sa mamie quelquefois, puisque c'est presque plus l'enfant de ma fille, même si elle va me détester d'avoir dit ça à la radio. mais oui, enfin voilà, elle nous l'a apporté, ce personnage, et il a grandi avec nous, bien sûr, avec ses pensées à elle, mais on l'a aussi utilisé, les autres enfants de notre famille l'ont aussi utilisé pour le faire devenir un petit peu tous ces enfants heureux ou malheureux à l'école. Et au moment où on a presque pris collectivement la décision de nous lancer dans un projet d'école différente, eh bien très naturellement, quand il s'est agi de trouver un nom à notre projet, c'est devenu l'école de Berlioz. Et dans la façon dont nous présentons nos écoles aux parents qui nous laissent la possibilité de le faire,
il est très parlant. C'est-à-dire que on a eu envie de jouer sur ce petit personnage très, très honnêtement. Sur les différents outils de communication qu'on utilise, que ce soit la page Facebook ou notre site internet, il n'y a pas de photos d'enfants. Et c'est une volonté. On va essayer de s'y attacher le plus longtemps possible parce que les photos d'enfants que l'on peut montrer dans ce genre de projet sont presque des enfants parfaits. Ils sont super beaux, ils sont toujours concentrés sur une activité, ils sont toujours souriants, voilà. Et puis, est-ce qu'on reconnaît notre enfant par l'intermédiaire de cette photo ? Pas toujours. Pas toujours. Mais vous avez l'escargot. Mais voilà. Et nous avons cet escargot. Et ben, mine de rien, ce petit escargot, tel qu'il est présenté, avec ses qualités et ses défauts, ressemble à beaucoup d'enfants. Et de nombreux parents nous disent, que ils se retrouvent dans cette histoire de petit escargot. Et du coup, s'ils se retrouvent dans cet escargot, ils se retrouvent aussi dans le projet que nous leur présentons, même si la plus grande partie de ce que nous leur présentons, nous le tenons de Maria Montessori. Donc on est simplement un relais de cette grande dame. Nous n'inventons pas grand-chose, si ce n'est la mise en œuvre de cette pédagogie. Vous allez pouvoir nous expliquer du coup dans un deuxième temps en quoi consiste cette pédagogie. Donc on peut dire que vous avez décidé tout simplement de créer une école en famille. Oui, oui. D'abord, j'ai eu la sensation de l'avoir décidé toute seule. Et puis, au fil de la préparation de ce projet, mes différents enfants s'y sont greffés. Et puis, oui, c'est aujourd'hui une belle aventure familiale où chacun trouve sa place. Merci beaucoup Catherine pour cette présentation. On va passer tout de suite à la découverte musicale du mois avec Making Judy Smile. Son auteur-compositeur c'est Frédéric Roussigny qui est originaire de Fougères. Et on écoute maintenant le morceau Pretty Side Eyes. Vous écoutez En plein air, vous êtes sur Zénith FM. On revient sur Zénith FM avec la pédagogie Montessori. Le thème du jour est Catherine la trompette qui s'occupe du projet à l'école de Berlioz qu'elle vient de nous décrire. Maintenant, Catherine va nous présenter un petit peu davantage la pédagogie, en quoi elle consiste, et les découvertes scientifiques de Maria Montessori. Alors on peut peut-être commencer par là, tout le monde ne la connaît pas. Qui est-elle ? Alors Maria Montessori, c'est une femme assez exceptionnelle, à mon sens, et je ne pense pas être la seule. Elle a été la première femme médecin, donc on est à la fin du 19e siècle, elle est la première femme à devenir médecin en Italie, et j'allais dire déjà dans ce choix de profession, elle a montré quel regard on pouvait avoir, quel regard différent peut-être on pouvait avoir sur les enfants, parce que son père, qui là pour le coup était presque celui qui pouvait décider de ce qu'elle pouvait faire de sa vie, souhaitait qu'elle s'oriente presque naturellement vers l'enseignement. Voilà, c'était une femme lettrée, donc très très naturellement on va vers l'enseignement. Et c'était pas du tout ce qu'elle voulait. Elle avait plutôt l'envie de devenir un grand scientifique. Donc elle a bravé là aussi le regard masculin d'abord de son père et des autres étudiants de la faculté de médecine, et elle est devenue cette femme médecin. Alors je la présente comme ça parce que je pense que c'est principalement ce qui va animer toute sa vie. Elle va avoir envie, parce qu'elle a une vie personnelle aussi assez compliquée, mais j'allais dire ce choix, cette volonté de vouloir aller là où l'homme s'impose, c'est aussi une façon pour elle de dire attention, les femmes ont quelque chose à dire et l'éducation des enfants va aussi avoir quelque chose à dire dans quelques années. En tout cas, c'est de cette façon que je perçois cette femme assez extraordinaire, et donc ces découvertes sont en rapport avec qui elle est, parce qu'elle va justement essayer de prouver d'abord à l'Italie très bourgeoise et très fermée de ce début du siècle, de ce début du XXe siècle, puis au monde entier, qu'on peut regarder l'enfant autrement, et que si on ose le laisser choisir, si on ose le laisser aller là où il a envie d'aller, eh bien on peut être très très vite émerveillé. Donc sa profession, dans un premier temps, puis sa vie personnelle, elle va la vouer à l'observation du développement des enfants. Alors, pour la présenter plus en détail, ou pour parler de sa pédagogie, très souvent quand on évoque Maria Montessori, on pense à un matériel très particulier, je vais y revenir dans quelques temps.
Avant tout, j'aimerais présenter ces travaux comme de grandes découvertes scientifiques, sur lesquelles nous ne sommes pas revenus, en tout cas pas pour les contredire, et les neurosciences aujourd'hui ont plutôt tendance à les confirmer 100 ans plus tard. Alors ces découvertes, quelles sont-elles ? Bien déjà que jusqu'à 7 ans, l'enfant apprend uniquement imprégné de ce qui existe dans son environnement. Le plus bel exemple, c'est la découverte de sa langue, maternelle ou autre. Jusqu'à 7 ans, l'enfant est parfaitement capable d'apprendre sans instruction ni effort la langue dans laquelle il va baigner. Alors sa langue maternelle ou pas seulement. Si sa langue maternelle est déportée dans un pays étranger, il apprendra aussi naturellement les deux, sans effort, rien qu'en s'imprégnant de ce qui est à sa disposition. Et son développement intellectuel est tellement bien fait qu'il va apprendre à répéter des bruits qu'il entend, puis des sons, et à aucun moment nous ne connaissons un enfant qui a pu se mettre à parler oiseaux ou à parler chien parce qu'il a entendu des sons d'oiseaux ou de chiens. Non, les premiers mots que l'enfant va répéter, certes guidés par l'adulte, mais parce qu'il l'aura choisi, au moment où il l'aura choisi, il va sortir ses premiers mots, et ces premiers mots seront ceux de la langue qu'il va développer un petit peu plus tard. Donc, cette première découverte est, de notre sens, de notre point de vue, à l'école de Berlioz, extrêmement importante, puisque c'est l'environnement que nous allons mettre à la disposition de l'enfant qui fera qu'il développera plus ou moins son intelligence. On peut dire que c'est l'apprentissage par l'imprégnation ? Tout à fait, voilà. Maria Montessori appelle ça l'esprit absorbant de l'enfant, à l'image d'une éponge, voilà. Il va absorber ce que nous mettons, ce que nous pouvons mettre à disposition dans son environnement. Alors son environnement, c'est très large. C'est certes la classe, parce qu'il y passe beaucoup de temps, mais c'est son domicile, et puis c'est tout ce qui existe autour de lui, la nature extérieure et les endroits où on va pouvoir emmener régulièrement cet enfant. Donc cet esprit absorbant va lui permettre, là aussi, de la même façon qu'il apprend à marcher naturellement. On n'apprend pas à marcher à un enfant, c'est lui et puis à plus forte raison, il va décider le moment où il va partir tout seul. De la même façon, il peut apprendre à lire, écrire et compter. Donc ça, c'est un petit peu une remise en cause dans la façon d'apprendre. Deuxième découverte qui en découle, Maria Montessori s'est rendu compte que la main n'avait pas d'existence ou de raison d'exister physiologique ou biologique. Elle en a donc déduit qu'elle devait très certainement avoir une existence psychique. Et effectivement, c'est le cas, puisque voilà, ces différentes observations et les milliers d'enfants qui sont passés entre ses mains lui ont permis d'annoncer que les mains étaient les outils de l'intelligence, et que certes, si on ne peut pas utiliser ses mains, donc si on ne manipule pas, notre intelligence va se développer, mais va très vite se limiter. Donc si on souhaite développer davantage encore les différentes intelligences que contient en lui n'importe quel enfant, c'est par les mains qu'il va pouvoir le faire. Et nous, adultes, on en a encore un certain nombre de prémices. Très souvent, les adultes qui se mettent à réfléchir ou qui doivent poser sur le papier un certain nombre d'idées se mettent à griffonner sur ces feuilles. Ce sont ce qui reste de nos origines de développement intellectuel. La main doit prendre une place très considérable dans ce développement. La main et la dextérité, du coup ? Oui, forcément, parce que plus l'enfant va manipuler, plus il va être habile de ses mains. Et une particularité, j'allais dire, dans la méthode Montessori, c'est que jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant va manipuler avec ses deux mains, aussi parfaitement à droite qu'à gauche. Et encore une fois, c'est lui, à un moment donné, quand son cerveau s'en tire après, qui décidera s'il deviendra droitier ou gaucher. Mais quoi qu'il en soit, le fait d'avoir manipulé de la même façon à droite comme à gauche va lui permettre de développer une grande dextérité avec ses deux mains. Alors, la main, j'allais dire, pour toucher, pour prendre, pour construire, certes, mais aussi pour, permettre à l'enfant de développer ses sens, donc notamment le sens du toucher, et parce que l'enfant va se concentrer sur ce que c'est, inconsciemment, le cerveau de l'enfant va se concentrer sur ce que les mains sont en train de faire, sont en train de manipuler, il va pouvoir faire preuve d'une grande concentration. Et cette concentration est indispensable à n'importe quel apprentissage. Sans concentration, il n'y a pas d'apprentissage. Quand on a besoin de faire la démonstration que l'enfant peut se concentrer, c'est forcément par les mains.
Et naturellement, c'est ce qu'on fait en tant que parent quand on voit son enfant agité, quand on a envie qu'il retrouve une certaine sérénité. Eh bien, on va très probablement lui mettre à sa disposition de quoi manipuler. Alors, c'est très vaste, ça peut être effectivement un jeu de construction, mais ça peut être aussi faire de la cuisine, du jardinage, une occupation manuelle de toute façon. Et il n'y a que par cette occupation manuelle que l'apaisement sera retrouvé, et puis après l'apaisement, la concentration. Et puis, la troisième grande découverte sur laquelle nous avons envie de nous appuyer au sein de l'école de Berlioz, c'est la découverte de périodes sensibles. Alors, cette découverte, elle s'appuie déjà sur des découvertes animales dans un premier temps. On est au début du 19e siècle, donc c'est en général d'abord sur les animaux que les découvertes sont faites. Plus exactement, en ce qui concerne les périodes sensibles, c'est un savant, un chercheur néerlandais, qui en a fait la découverte sur la chenille d'un papillon. Il ne comprenait pas bien pourquoi ces chenilles naissaient à l'embouchure à la naissance des branches des arbres, alors que ces chenilles ne pouvaient manger que les petites feuilles qui se trouvaient au contraire à l'extrémité des branches. Pourquoi c'était à cet endroit-là qu'elle naissait, alors qu'elle pouvait être, j'allais dire, presque vouée à disparaître rapidement si elle ne pouvait pas se nourrir de ces petites feuilles. Et bien, par observation, on s'est rendu compte que déjà, les chenilles naissaient à ces endroits-là parce qu'elles étaient protégées et que, animées par une période sensible du soleil, la lumière les guidait naturellement vers ces petites feuilles. Et quand elles arrivaient épuisées en bout de branche, elles trouvaient tout autour d'elles de quoi se nourrir, de quoi se revigorer et pouvoir redescendre et après continuer leur vie de chenille et se transformer en papillon. Et c'est fort de ce constat, de cette observation, que Maria Montessori a choisi d'observer les enfants dans ce même état d'esprit. Laissons librement les enfants agir et voyons vers quoi naturellement, librement, comme ils vont s'orienter vers une activité plutôt qu'une autre. Alors je fais très court, mais du coup, sur ces différentes observations, elle a pu déduire que les enfants, dans leur développement, passent par de nombreuses périodes sensibles, au cours de laquelle ils sont plus intéressés par des activités que par une autre, et quand ils sont intéressés par une activité, plus naturellement, sans effort, ou en tout cas avec beaucoup moins d'efforts, ils vont pouvoir, si leur environnement le permet, ils vont pouvoir développer ces apprentissages au travers de ces activités qui les intéressent. Si on les laisse faire. Si bien sûr on les laisse faire. Alors ces 3 découvertes scientifiques de Maria Montessori, il y en a d'autres, mais celle-ci nous semblait extrêmement importante en matière de présentation parce que de ces 3 découvertes vont découler une façon de se comporter face à l'enfant dans les écoles à pédagogie Montessori. Je ne parle pas forcément des nôtres, mais dans n'importe quelle école à pédagogie Montessori. Donc, la première chose, c'est qu'il faut accepter d'oser laisser l'enfant libre de ses activités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cet environnement qui est préparé doit contenir le plus d'activités qui pourra intéresser l'enfant à un moment ou à un autre, et que principalement ces activités sont des activités de vie pratique, parce que dans une école Montessori, on apprend principalement à vivre, et par la vie, on développe d'autres apprentissages. Et dans cet environnement préparé, il va y avoir un matériel particulier, construit scientifiquement à partir de ces observations, et qui ont une grande particularité, elles contiennent le contrôle de l'erreur. L'enfant seul, avec son matériel, va pouvoir contrôler s'il se trompe ou s'il ne se trompe pas. Il n'y a pas besoin d'un adulte à côté qui va lui dire c'est bien ou ce n'est pas bien. Donc le matériel va le faire à la place de l'adulte, et sans mots désagréables, sans mots délicats. Donc en toute bienveillance, l'enfant, dans son apprentissage, grâce à ce matériel et à cet environnement qui lui est préparé, va pouvoir juger s'il a réussi ou pas. Et s'il n'a pas réussi, très naturellement et très librement, il va recommencer jusqu'à réussir. Et c'est dans cette concentration, dans cette répétition, dans cette possibilité de se rendre compte qu'il ne fait pas ce qu'il faudrait pour son apprentissage, que l'enfant va développer de nombreux atouts intellectuels.
Très rapidement, voilà en quoi consistent les découvertes de Maria Montessori et les éléments qui nous permettent aujourd'hui de définir à quoi doivent ressembler les classes de Maria Montessori. Qu'elle n'appelle pas des classes d'ailleurs. Il y a une traduction, alors peut-être délicate, de l'italien, ambiente, qui signifie plus environnement que ambiance. En tout cas, voilà, en France, on a pris l'habitude de traduire la classe montessorienne par une ambiance. On préfère nous parler d'univers parce que c'est un petit peu plus large et puis l'ambiance s'apparente à la sensation que l'on peut ressentir dans une soirée ou un moment festif. Même si on a envie que cette école soit présente de grands moments de joie, on n'est pas tout à fait dans cette ambiance de fête. Donc on a plutôt choisi de les appeler des univers parce qu'ils représentent vraiment de grands espaces, intérieurs comme extérieurs, où l'enfant va pouvoir s'imprégner de ce qui est à sa disposition pour grandir, se développer naturellement. Merci beaucoup. Du coup, on va pouvoir après comprendre comment vont s'articuler ces univers au sein d'une école, une des écoles du projet Berlioz par exemple. Pour l'instant, je vous propose de réécouter un morceau de Making Judy Smile, All I Need. Vous écoutez En plein air, vous êtes sur Zénith FM. Après ce moment musical, on revient pour la troisième et dernière partie déjà de l'émission sur la pédagogie développée par Maria Montessori avec Catherine la trompette qui représente le projet à l'école de Berlioz. Alors maintenant, Catherine va nous expliquer un petit peu comment s'organise une école. On a eu des apports théoriques pour l'instant. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est une école Montessori ? Qu'est-ce que c'est une école Berlioz ? Alors, une école de Berlioz... c'est une école fondamentalement différente. Déjà, elle sera ouverte 365 jours par an. C'est un petit peu particulier pour une école. Certes, il y aura un calendrier scolaire. Certes, on va suivre, assez classiquement le rythme de l'enfant. Mais en dehors de ce calendrier scolaire, l'école va continuer d'ouvrir ses portes aux enfants et aux parents. Alors, pour ce qui est d'accueillir les enfants, les écoles de Berlioz les accueilleront dans 2 univers, un univers 3-6 ans, un univers 6-11 ans. Pourquoi ces 2 univers ? Parce que ça correspond à 2 périodes de développement différentes, donc 2 façons d'apprendre. La première, on l'a légèrement évoqué tout à l'heure, en univers 3-6 ans, les enfants apprennent seuls à partir d'un environnement qui est préparé. Donc on va principalement, quand je dis on, ce sont les adultes qui vont pouvoir accompagner les enfants, vont principalement s'attarder à proposer à chaque enfant qui entre à l'école de Berlioz un univers, un environnement adapté à ses besoins. Donc ça implique de nos enseignants qu'ils observent l'enfant. Alors là encore, une autre particularité de ces écoles, de l'école de Berlioz, c'est que l'adulte n'est pas la personne qui sait et qui va chercher à tout prix à transmettre son savoir. Non, l'adulte est là pour observer l'enfant dans ses périodes sensibles et dès qu'une période sensible est détectée, on va mettre à sa disposition dans son environnement le matériel ou les activités nécessaires. Ce rôle d'adulte est bien fondamentalement différent de celui qu'on adresse principalement à un enseignant, implique une façon d'être formé. Je vais y revenir dans quelques minutes. Le deuxième univers présenté aux enfants, c'est l'univers 6-11. Vous remarquerez que nous utilisons les 6 ans dans les 2 univers, parce que là encore une fois, c'est au rythme de l'enfant. C'est pas parce qu'on arrive à 6 ans à la date anniversaire qu'on passe d'un univers à l'autre. C'est en fonction des besoins des enfants. Ils sont dans un univers, dans l'autre, et on peut même imaginer des allers-retours dans ces différents univers. L'univers 6-11 ans, l'enfant n'a plus envie d'être seul. Il se connaît lui-même, il a développé tous ses sens, il a acquis tous les fondamentaux, c'est-à-dire qu'il sait écrire, lire et compter. Et à partir de là, il va pouvoir tous ces apprentissages, les mettre à la disposition toujours avec ses mains d'un certain nombre de projets qu'il va mener à bien. Alors ces projets, il va les mener à bien avec des adultes et d'autres enfants, pourquoi pas. Mais il va les mener à bien principalement avec des adultes, ce qui fait que l'enseignant dans l'univers 6-11 ans va jouer un grand rôle de chef d'orchestre et va mettre à la disposition des enfants
de nombreux adultes, experts, passionnés, compétents dans divers domaines, de façon à, encore une fois, donner envie à l'enfant de faire des découvertes. Alors des découvertes sur le monde qui nous entoure, que ce soit en histoire, en géographie, en sciences, en art, en musique. Bref, tout ce que l'on peut imaginer appartenir à notre monde va être mis à la disposition de l'enfant qui, encore une fois, avec la liberté de choix, s'orientera vers un ou plusieurs projets. Certains enfants papillonneront de l'un à l'autre, d'autres se concentreront toujours sur le même projet durant une année scolaire. Alors, je disais tout à l'heure, ces écoles seront ouvertes 365 jours par an. C'est intéressant. Qui peut décider que l'enfant a seulement envie d'apprendre le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi ? Pourquoi les enfants n'auraient pas aussi besoin et envie d'apprendre bien tous les jours d'une semaine et tous les jours d'une année ? Donc, on va ouvrir nos écoles 365 jours par an. Ou presque, c'est un petit slogan, certes, ça sera sans doute pas 365, ça sera peut-être de l'ordre de 350 ou 352, mais l'envie que nous avons, c'est de montrer qu'on peut venir à l'école n'importe quand, si tant est que l'école est un lieu de découverte agréable, sans contrainte, avec des adultes heureux de transmettre, simplement de transmettre une passion. Et ensemble, avec cet adulte passionné, les enfants vont apprendre les fondamentaux, les compétences suffisantes et nécessaires pour plus tard aller vers le collège. Donc voilà ce qu'on va principalement découvrir dans nos deux univers. Ce que je n'ai pas dit et qui semble aussi important, et encore une fois ça rejoint une découverte scientifique de Maria Montessori, c'est que nous n'allons pas ouvrir une école de Berlioz. Ce sont un certain nombre d'écoles. Nous partons sur une toute petite dizaine d'écoles dans un premier temps pour septembre 2017. C'est un véritable réseau qui va se mettre en place. Parce que les enfants que nous accueillerons dans nos différentes écoles seront fondamentalement différents et que nous pourrons faire évoluer et adapter cette pédagogie à chaque enfant parce que nous avons beaucoup d'enfants. Si nous accueillons 15 ou 20 enfants dans une école, bien on ne s'adaptera qu'à ces 15 ou 20, mais on passera à côté de beaucoup de développement possible. Donc notre choix est plus large, notre volonté est plus large, c'est d'ouvrir dans un premier temps donc une dizaine d'écoles qui accueilleront entre 60 et 70 enfants, donc des écoles à taille humaine, au plus proche de la localisation des familles. Et ces écoles permettront, j'allais dire, à 60-70 enfants d'évoluer librement, accompagnés, guidés par 5 adultes. Voilà, rapidement, encore une fois, on pourrait rentrer dans le détail, mais rapidement, comment vont s'organiser nos adultes, nos écoles. Si vous êtes au maximum de 60-70 voilà. enfants. Tout à fait. Alors ces adultes, là aussi, ils sont un petit peu particuliers dans la mesure où ils vont suivre un parcours de formation qui est fondamentalement innovant. En France, ils vont certes être formés à la pédagogie Montessori, j'allais dire c'est le B.A.-ba, mais nous souhaitons dans nos écueils accueillir tous les enfants de 3 à 11 ans. J'insiste sur le tout parce que c'est souvent ce qu'on découvre dans les communications qui sont faites sur ces écoles différentes, ces écoles nouvelles. Pour autant, est-ce vraiment le cas ? J'en suis pas tout à fait certaine. Nous avons souhaité pouvoir accueillir tous les enfants, c'est-à-dire ceux qui se sentent parfaitement bien dans le système classique, mais pour lesquels les parents ont fait un autre choix d'éducation, les enfants qui ne sont pas épanouis dans le système classique, alors pour des tas de raisons, parce que simplement ils s'ennuient, ou au contraire parce qu'ils sont porteurs de troubles du comportement, troubles des apprentissages. Plus largement, nous avons envie aussi d'accueillir des enfants avec autisme ou des enfants porteurs de handicap à partir du moment où ils sont en capacité d'apprendre. Alors, le fait de dire nous souhaitons accueillir tous ces enfants différents, implique que nos adultes soient aussi différents et ils vont être formés donc de façon différente. Ils vont être accompagnés par des psychologues pour enfants, par des orthophonistes, par des pédopsies, par des psychomotriciens, par des naturopathes, par des ostéopathes. Bref, tous ces thérapeutes qui peuvent apporter bien-être à l'enfant vont permettre à nos enseignants d'éveiller leur regard, de mieux comprendre comment chaque enfant peut se développer, même s'il développe des troubles. N'oublions pas, je ne l'ai pas forcément dit tout à l'heure, mais n'oublions pas que les premières expériences menées par Maria Montessori l'ont été sur des enfants aliénés mentaux, à qui elle a permis de lire, écrire et compter de la même façon qu'à des enfants, enfin pas de la même façon, mais au même titre que des enfants normaux. Donc,
nous ne l'oublions pas et nous voulons le mettre en œuvre dans nos écoles aussi parce que nous avons conscience. Et là, j'allais dire, ce ne sont que nos idées qui parlent parce qu'il n'y a pas d'autres expériences sur le territoire français qui nous permettent de l'affirmer. Mais nous pensons vraiment qu'en accueillant tous ces enfants, nous allons développer une collectivité assez extraordinaire. On lit très souvent que de la différence naît la richesse. On a envie d'en faire la preuve au sein de nos écoles. Donc des écoles en réseau, proposant 2 univers aux enfants, ouverts 365 jours par an. Nous avons eu aussi envie d'ouvrir nos écoles aux parents. Parce qu'on a tous envie, à un moment ou un autre, quand on est parent, d'être une petite souris et de s'immiscer dans la salle de classe de son enfant et voir comment voir comment il se comporte en collectivité. Même si on est dans une famille nombreuse, nous ne sommes pas une collectivité. Donc nous sommes une petite collectivité, mais rien à voir avec une salle de classe avec 30 ou 40 enfants. Donc, être cette petite souris n'est pas forcément rendu possible aujourd'hui. Alors voilà, par image et peut-être un peu par provocation. Nous avons eu envie de transformer ces parents souris en parents éléphants et qui vont avec leurs gros pas lourds entrer dans nos écoles. Nous allons les y inviter, nous allons même leur construire, j'allais dire, un espace réservé, l'espace parents éléphants, pour leur permettre de mieux comprendre comment leur enfant se développe, ce qu'ils font dans nos écoles, de façon à pouvoir, s'ils le souhaitent, continuer de leur mettre à disposition un univers préparé à la maison ou dans leurs différentes balades. Alors ces univers, qu'ils soient à destination des parents ou à destination des enfants, nous avons eu envie de les faire beaux, esthétiquement beaux. Pas par prétention, mais simplement parce que Maria Montessori a aussi démontré que c'était le premier acte de respect envers l'enfant que de lui mettre à disposition un environnement esthétique. Alors on n'est pas capable de le faire tout seul. Nous sommes donc rapprochés d'un designer coloriste qui s'appelle Jean-Gabriel Causse, qui a écrit un livre qui s'appelle L'étonnant pouvoir des couleurs il y a 2 ans. Et dans ce livre, il retrace à quel point la couleur a une influence sur notre comportement. Et avec lui, nous allons dessiner, concevoir les univers pour les enfants. Donc nous allons expérimenter en temps réel, seconde par seconde, pour mettre à la disposition de l'enfant, que ce soit sur les sols, sur les murs, mais aussi sur tout l'aménagement intérieur, des couleurs propices à l'épanouissement de chaque enfant. Actuellement, ce monsieur, Jean-Gabriel Causse, travaille à l'aménagement d'un centre de répit pour enfants autistes et ils sont persuadés, et vont le démontrer, que les couleurs vont avoir une capacité d'apaisement ou une capacité, au contraire, stimulante, voilà, pour les apprentissages, mais qu'il ne peut pas y avoir une seule et même couleur dans un univers. Chaque espace va être coloré, aménagé d'une autre façon. Donc voilà un partenariat qui est extrêmement important pour nous, parce que nous allons pouvoir construire des écoles bienveillantes à l'égard de l'enfant, mais en plus jolies et très valorisantes. Vous donnez l'eau à la bouche, je pense, à beaucoup de parents et beaucoup d'enfants. Ben, on espère, en tout cas. Quand est-ce qu'on va pouvoir venir dans ces écoles ? Alors, les ouvertures sont prévues pour septembre 2017, que ce soit à Janzé, Vitré, Saint-Brieuc, Lannion et puis dans d'autres villes encore. Mais nous allons profiter de l'année scolaire 2016-2017 pour permettre à enfants et parents de venir dans nos locaux définitifs, si nous les avons trouvés jusque-là, ou des locaux temporaires, pour participer à la création de l'école. Quand je dis participer à la création, c'est construire du matériel, aménager le local intérieur, aménager l'extérieur. Voilà, nous allons avoir besoin de potager. La nature est extrêmement importante dans la pédagogie Montessori, dans l'observation et puis dans la manipulation. Donc nous allons aménager cela avec les enfants et avec les parents, et de permettre pendant cette année scolaire transitoire aux enfants de venir toucher du doigt cette nouvelle façon d'apprendre. C'est pour nous une façon de, peut-être en s'adressant à des enfants plus en souffrance dans le milieu scolaire classique, de leur faire toucher du doigt cet espoir d'une école différente, de leur permettre d'y participer et de nous aider à construire leur école. Parce que les enfants sont les mieux placés pour savoir quelle est l'école dont ils ont besoin. Donc en compagnie de l'équipe éducative, en compagnie de Jean-Gabriel Causse et de ses équipes, eh bien, ils vont définir à quoi vont ressembler leurs écoles, sachant que l'école de Janzé pourra être fondamentalement différente, j'allais dire physiquement, de celle de Vitré, de celle de Saint-Brieuc, de celle de Lannion, de celle de Saint-Malo, etc. L'important, c'est que ces écoles s'adaptent
aux enfants qu'elle va accueillir et s'intègre parfaitement dans le territoire en s'appuyant sur toutes les compétences et les passions qui sont disponibles à notre disposition, que ce soit parce que quelqu'un est fan de cerf-volant et est complètement passionné, que ce soit au contraire parce que une personne propose des activités artistiques assez innovantes ou qu'on regarde les animaux différemment. Enfin bref, toutes les passions sont les bienvenues dans nos écoles. À partir du moment où elles existent dans le territoire, alors elles seront partie prenante de l'univers, de l'environnement proposé à l'enfant, ponctuellement ou durablement. Donc voilà, c'est très difficile encore de dire à quoi ressembleront fondamentalement nos écoles. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous avons choisi, parce que tous les enfants ne seront pas dans nos écoles et qu'ils ont soit leurs cousins, soit leurs copains qui continueront d'aller dans les écoles traditionnelles, nous avons choisi de suivre le calendrier scolaire de l'académie dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons choisi aussi de suivre sensiblement les horaires des autres écoles. On a choisi un rythme de 4 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, pour le calendrier scolaire, sachant que les mercredis, les samedis, dimanches et les vacances seront destinés à d'autres formes d'activités ouvertes à nos élèves ou aux autres enfants qui ne sont pas élèves de nos écoles. Une petite particularité dans un rythme relativement conforme à l'école traditionnelle, c'est que les enfants arriveront le matin à leur rythme. Il n'est pas question de réveiller les enfants pour les faire arriver à 7h30 ou 8h moins le quart dans l'école. Non, nous allons nous organiser pour que les enfants arrivent à leur rythme. Et si un mardi matin, l'enfant ne peut pas venir à l'école parce que papa exceptionnellement est présent et qu'il a envie de profiter de son enfant, eh bien il reviendra l'après-midi ou le lendemain matin. Nous allons là aussi sur l'accueil nous adapter au rythme de chacun. Merci beaucoup Catherine. Est-ce que juste pour terminer du coup cette émission, vous pouvez nous donner un site ressource pour avoir plus de renseignements ? Eh bien oui, vous pouvez trouver plus d'infos si vous le souhaitez à www.l'écoledeberlioz.com. Il y a une page Facebook à l'école de Berlioz aussi. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations et ce très beau projet que vous portez à bout de bras, vous et votre famille et d'autres intervenants qui vont venir se greffer au projet. Merci beaucoup pour votre écoute, merci à Zénith FM. On va terminer l'émission sur un morceau de musique de Making Judy Smile qui s'intitule I Don't Mind If You Don't Believe Me. À bientôt. When I get there, I hope to find the key to open up my mind. Our computers are online. It's time to show off and shine. I don't mind if you don't believe me. I don't mind if you don't believe me. Can hold